Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là à cette heure matinale, j'ai l'impression, pour d'autres. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Cécile Diguet. Donc, moi, j'ai une formation d'urbaniste. Donc, je me suis intéressée depuis un certain nombre d'années à l'impact spatial des infrastructures numériques sur les villes, sur les espaces, sur les territoires, depuis à peu près 2016. Et donc pendant longtemps, j'ai travaillé à l'Institut Paris Région, donc qui est l'agence d'urbanisme et de politique publique de la région Île-de-France, zone dans laquelle, en gros, la plupart des data centers français se concentrent aujourd'hui. Et j'ai créé il y a quelques semaines ma propre structure qui s'appelle Studio des Gels pour continuer de façon plus indépendante, on va dire, à explorer ces sujets numériques, mais aussi urbanistiques, on va dire. Donc, pour vous dire un petit peu ce que je vais vous présenter, ce que je vais partager avec vous, c'est tiré de plusieurs travaux, ouvrages. Donc, il y a cet ouvrage qui s'appelle Sous le feu numérique que j'ai coécrit avec Fanny Lopez, qui est chercheuse en histoire de l'architecture et des techniques. J'ai travaillé aussi on a travaillé pour l'ADEME dès 2017 sur l'impact spatial énergétique des data centers sur les territoires. Et puis également, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Île-de-France et notamment avec RTE et Enedis sur les questions électriques, de congestion électrique et comment on peut croiser planification écologique et énergétique. Donc tout ça, voilà, me donne un certain recul sur la question des connaissances que je vais partager avec vous. Alors comme je ne sais pas non plus le niveau de connaissance que vous avez de ce qu'est un data center, je vais revenir à un démarrage, on va dire, par les basiques. Les infrastructures numériques, en gros, quand on en parle, c'est divisé en trois grandes infrastructures. Les terminaux, les data centers et les réseaux. Donc les terminaux qui sont tous vos objets, ordinateurs, smartphones, etc. Et les data centers, ça sert non seulement à stocker, mais aussi à traiter des données numériques. Et les réseaux qui souvent sont encore plus invisibilisés que les data centers consomment aussi de l'énergie. Pour vous présenter plus précisément ce qu'est un data center comme objet, comme bâtiment, c'est ce qu'on voit sur ce schéma. Donc, en gros, on a toute une partie du bâtiment en interne, c'est la partie en jaune, qui est occupée par ce qu'on appelle l'IT, donc la partie serveur. Donc, en fait, on a des salles et des salles de serveurs informatiques qui chauffent et qui traitent des données, qui les stockent. Toute une partie technique de refroidissement et une grosse partie technique aussi qui sont du matériel électrique et des matériels de secours, puisque le data center ne doit jamais s'arrêter. Son principe, c'est de fonctionner 24 heures sur 24 sans jamais aucune interruption. Ce qu'on voit aussi sur le reste du schéma, c'est l'interface entre le data center et le territoire autour, ou même les abords immédiats. Donc on a tout ce qui est réseau technique. Les data centers sont branchés évidemment, voire doublement branchés sur le réseau électrique, sur les réseaux d'eau, ça j'y reviendrai. Et parfois, quand la chaleur qui est émise par les serveurs est récupérée, il peut être connecté à un réseau de chaleur urbain. J'y reviendrai aussi. Donc ces bâtiments, aujourd'hui, sont dans une tendance, on va dire, de croissance très très forte. Ça, c'est les dernières prévisions et les derniers chiffres sur l'évolution des data centers depuis 2018. Donc avec une croissance de 16,6%. Et une des métriques qui est tout le temps utilisée pour parler des data centers, c'est les mégawatts ou les gigawatts. Et donc en quelques années, entre 2018 et 2023, on a une croissance de 20 gigawatts. 20 gigawatts, c'est à peu près 20 réacteurs nucléaires qui fonctionnent en permanence. Et on voit une croissance très forte, alors à la fois ils appellent ça Americas, bon, c'est surtout les États-Unis quand même, et une croissance aussi, on le voit un petit peu moins, mais quand même assez importante, des data centers en Europe. Qui sont et à quoi servent ces data centers Donc, je vous ai dit, c'est pour stocker et traiter des données, mais il y a, vous voyez, historiquement,
en 2017, en bleu, les entreprises avaient encore leur propre data center, leur propre centre de données. De plus en plus, ils vont mettre leurs données, elles vont mettre leurs données dans des data centers, soit de colocation, donc c'est comme une colocation dans un logement, sauf que c'est une colocation entre entreprises dans un bâtiment qui héberge leurs données. Donc on a des grandes entreprises comme internationales et souvent, internationalisées mais états-uniennes, comme par exemple Equinix ou Digital Realty, qui sont des acteurs majeurs où à la fois des entreprises mettent leurs données, mais aussi des opérateurs de cloud. Et les opérateurs de cloud, c'est ce qu'on appelle hyperscales, qui est en très très grande croissance. Ces opérateurs-là construisent des bâtiments de plus en plus grands qui, un peu à l'image de la logistique, en fait, sont des énormes entrepôts qui commencent à avoir des impacts assez importants sur les territoires, sur les paysages, sur les ressources naturelles. Là, en plus, on a les prévisions, et ce qu'on voit, notamment en Île-de-France, c'est qu'il y a énormément de demandes, en fait, de raccordement de la part de ces opérateurs. Alors, je vais commencer par, on va dire, énumérer, et expliciter un petit peu les impacts et les effets des data centers sur les questions d'énergie, d'eau, de foncier, et un peu les émissions carbone aussi. Et après, je vais vous présenter en fait une partie du travail qu'on a fait de terrain sur des cas aux États-Unis et en Île-de-France, à la fois pour vous montrer la diversité de ce qu'on peut trouver et entendre comme data center, mais aussi de la diversité des problématiques que ça soulève dans les territoires. Et puis un certain nombre de solutions, de leviers d'amélioration de la situation, qui est quand même, on va dire, assez compliqué, puisque la croissance des data centers reflète la croissance de la consommation de données, de nos pratiques numériques, et donc il y a un peu une fuite en avant en ce moment sur leur développement. Donc le premier sujet, le sujet qui a été largement traité, et qui est souvent le sujet qui arrive un peu en haut de la liste, c'est la question de la consommation énergétique et en particulier électrique des data centers. Donc ici, vous voyez, c'est un énorme poste source dans l'Oregon. C'est juste pour montrer que les infrastructures électriques en elles-mêmes, elles prennent aussi de la place. Il n'y a pas que les data centers, mais il y a aussi tout ce qui va avec. Pour réexpliquer aussi les basiques, pourquoi il y a une consommation électrique en particulier aussi forte, c'est que il faut alimenter les serveurs, tout simplement, qui tournent, mais aussi les refroidir. Donc on a des serveurs qui fonctionnent en continu, qui chauffent. Il faut les refroidir avec différents systèmes, que je vais revenir dessus après, mais notamment de la climatisation. Et puis, quand on parle de consommation énergétique, souvent on parle de consommation électrique en réalité, puisque c'est majoritairement l'électricité qui est consommée, mais aussi des énergies fossiles, du fuel, de l'essence, pour les générateurs de secours. En fait, les data centers, comme ils ont cette obligation de fonctionner en continu et de prévoir toute coupure, ils ont, comme on dit, bretelles et ceinture. Donc du coup, il y a à la fois plein de petites batteries, comme des batteries de voiture, pour les 15 premières secondes de la coupure. Donc il y a des salles entières remplies de batteries. puis en fait, il y a des générateurs de secours, des gros groupes électrogènes, en gros, qui démarrent à ce moment-là et qui peuvent fonctionner 48, 72 heures en continu. Et si jamais on a, en gros, une catastrophe climatique plus importante, il va y avoir des camions qui vont venir ramener de l'essence pour alimenter ces générateurs encore plus longtemps. Donc, voilà, il y a cette partie-là aussi qui est en fait une partie de secours, mais qui peut potentiellement être aussi assez impactante. Alors, les consommations énergétiques, étant donné qu'il y a une croissance des data centers, du nombre de data centers, il y a une croissance aussi énergétique en croissance forte, et avec des projections aussi très fortes. Donc, bon, on est... je ne sais pas si mon collègue Benoît est là. Non. En fait, moi, en ce moment, je travaille avec Hublot, qui est une petite, un bureau d'études sur les questions numériques responsables. Et on a été chargé par l'ADEME d'actualiser le modèle prospectif sur l'impact des consommations des data centers. Donc là, je vous présente une source, mais en fait, on est en train de voir qu'il y a
beaucoup de sources, pas toujours, qui disent pas toujours la même chose, mais qui convergent en tous les cas pour prévoir une très forte croissance de la demande en électricité. Là, c'est Goldman Sachs qui prévoit une croissance de 160% pour 2030 de la demande électrique. Et aujourd'hui, donc, les data centers, c'est 1 à 2% de la consommation électrique mondiale et ça pourrait monter à 3 ou 4%. Donc c'est quand même en fait une consommation qui est importante, même si c'est des petits chiffres comparés au reste, mais c'est quand même important et surtout ça vient en plus et ça vient surtout un peu à rebours de tous les efforts de sobriété énergétique que d'autres secteurs mettent en place. Alors il faut dire que les data centers eux-mêmes, ce secteur-là, a fait beaucoup d'investissements sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très forts sur ce point-là, mais chaque gain en efficacité est consommé par des nouveaux usages. En fait, voilà, c'est un peu sans fin. Les prévisions, c'est aussi que la demande en Europe, la demande électrique pour les data centers en Europe, avec l'accélération de l'électrification par ailleurs, c'est-à-dire voitures électriques, etc., la croissance globale de cette demande pourrait monter de 40 ou 50% d'ici 2033. Donc on est voilà, dans un moment d'accélération. Évidemment, l'intelligence artificielle ne fait qu'accélérer en fait cette fuite en avant avec voilà, quelques ordres de grandeur que je partage ici. Une requête voilà, sur un assistant comme ChatGPT consommerait 10 fois plus d'électricité qu'une recherche classique sur Google, selon l'Agence internationale de l'énergie. Et puis les prévisions, là aussi, des besoins électriques de l'IA des crypto-monnaies pourraient passer entre 2022 et 2026, qui est quand même un temps très court, de 460 TWh à 620 TWh. Après, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir sur l'IA, c'est que, évidemment, c'est une bulle qui a tendance à faire augmenter en fait aussi l'expression des besoins électriques, des besoins d'équipement, et que ça risque de se dégonfler un petit peu. En attendant, aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, ce qu'on prévoit, c'est des besoins d'investir dans des nouvelles capacités de production électrique de l'ordre de 50 milliards de dollars, ce qui permet d'aboutir à des projets aussi intéressants que celui-là, comme réouvrir des centrales nucléaires, par exemple, notamment une centrale nucléaire très connue pour une catastrophe nucléaire, Three Mile Island, donc qui va être réouverte en 2028 par Dominion, qui est l'opérateur énergétique local, pour les data centers de Microsoft. Donc on est là quand même sur une sorte de retournement de situation avec une croyance jusque-là que le numérique allait améliorer, allait nous aider dans la transition écologique. On est plutôt dans un renforcement de nos consommations électriques au global et on est plutôt sur un empilement en fait, en gros, de sources d'énergie, d'infrastructures, plutôt qu'un remplacement. En France, en particulier en Île-de-France, on a l'opérateur de transmission électrique RTE qui lui aussi constate une croissance très forte des demandes de raccordement. Aujourd'hui, donc, RTE estime que les data centers représenteraient 3% de la consommation électrique française et ce qu'il constate aussi, c'est que le volume cumulé des demandes de raccordement est proche de 9 gigawatts, ce qui est très important. Sur ces 9 gigawatts, il y en a 7,5 qui sont localisés en Île-de-France. Et c'est là, en fait, moi, ce que j'essaye aussi de partager souvent, c'est qu'on entend des grands chiffres, des grands ordres de grandeur qui nous font... qui parfois semblent un peu théoriques et abstraits. Mais ce qui se passe, c'est que les data centers génèrent aussi des effets locaux et territoriaux de concentration qui sont très forts. Et c'est ça aussi qui est important de savoir, c'est que, je vais vous montrer plusieurs exemples, il y a vraiment des concentrations très importantes dans certains territoires européens et états-uniens qui génèrent des problèmes spécifiques de congestion électrique, mais aussi de destruction de milieux naturels et de surexploitation de ressources. Alors aujourd'hui, là, ce que vous voyez sur le petit schéma, c'est la couronne en fait des gros postes sources de RTE, et certains sont déjà, on va dire, largement,
comment dire, occupés en quelque sorte, et certains ont encore des capacités à accueillir, sans trop d'investissement, on va dire, des nouvelles demandes de raccordement. Donc toute la question aujourd'hui, j'en reparlerai plus tard, c'est comment on planifie, comment on fait en sorte que si rien ne vient limiter l'arrivée de ces opérateurs, de ces data centers, que ceux-ci arrivent de la façon la moins pire possible, ou en tout cas la plus organisée. Deuxième grand sujet, c'est le sujet des consommations d'eau. Sujet qui a été peu investigué jusque-là, donc il y a assez peu de données. Donc ça, c'est aussi un sujet, récupérer, collecter des données. Là, vous voyez, donc à la fois en haut, c'est les tours de refroidissement, et en bas, c'est du stockage d'eau qui refroidit la nuit pour servir la journée. Ça, c'est dans un data center de Google à New York. Alors pourquoi de l'eau ? D'une part, pour refroidir les serveurs. Les serveurs chauffent, il faut les refroidir. Il y a des températures constantes qui doivent être gardées dans les salles de serveurs, même si ces températures ont augmenté au fur et à mesure du temps, ce qui fait qu'il y a une consommation énergétique moindre. Il faut quand même les refroidir. C'est aussi des questions d'assurance pour le matériel. Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut maintenir un taux d'humidité stable aussi dans ces salles serveurs. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Il y a ce qu'on appellerait une climatisation traditionnelle, et puis il y a un système qui est beaucoup utilisé aux États-Unis, qui s'appelle le système adiabatique, où en fait, en gros, on pulvérise des petites gouttes d'eau. Et donc là, on a une consommation d'eau qui est très importante. Ce qu'il faut voir, c'est que les data centers, ils utilisent un indicateur pour l'énergie, j'en ai pas parlé avant, qui s'appelle le PUE, et qui, en fait, traduit son efficacité énergétique. Plus il va utiliser un système comme le système adiabatique, plus son PUE va baisser. Plus il va utiliser la clim traditionnelle en quelque sorte, plus son PUE va augmenter, mais il y aura une moindre consommation d'eau. Donc il y a une sorte de compétition entre les deux ressources. Et comme il n'y a que le PUE qui prime vraiment aujourd'hui dans les obligations que le secteur se donne lui-même, hein, plus ou moins, il faudrait un indicateur, on va dire, globalisé. Là, ce sont des sources qui essayent au niveau mondial d'évaluer en 2021, donc c'était avant l'explosion de l'IA, donc ça doit être encore plus aujourd'hui, la consommation des data centers en eau. Donc ça correspond chaque jour à la consommation de 5,5 millions de Françaises. Pareil, à un ordre de grandeur, mais 2 requêtes sur ChatGPT équivaudraient à 1 litre d'eau consommée, selon l'Agence internationale de l'énergie. Donc ce qu'on voit, c'est comme l'IA, en fait, en gros, demande une densité énergétique beaucoup plus forte des processeurs, donc des serveurs, il faut plus refroidir, donc plus d'eau. Donc la question de l'eau, aujourd'hui, elle est un peu plus identifiée, mais toujours, en fait, on se base sur des données qui sont les données, en fait, partagées par les big tech, par exemple comme celle-ci, et qui ne sont qu'une partie, en fait, du marché. Ce qui a été regardé, par exemple, c'est là où on avait des consommations d'eau dans les secteurs de stress hydrique. Donc l'exemple en dessous, c'est l'exemple d'une ville au Chili, près de Santiago du Chili, où en fait Google a essayé d'implanter un data center, et en fait il y a eu des recours justement pour mise en danger en gros de la nappe phréatique locale, et finalement Google s'est retiré du projet après 4 ans avoir essayé de le mettre en place. Et donc en fait aujourd'hui on a quand même pour Microsoft 23% et pour Google 18% de data centers qui captent de l'eau, en fait, qui utilisent de l'eau dans les secteurs de stress hydrique. Ça, c'est un sujet qu'on a regardé aussi en Île-de-France. En Île-de-France, vous voyez, en fait, là où on a les petits points, ce sont là où les nappes commencent à être fragiles. Et les data centers, justement, commencent à s'implanter de plus en plus sur ces secteurs de l'Essonne et autour de Melun, donc en Seine-et-Marne. Donc, de façon prospective, il y a un sujet sur cette consommation en eau. Aujourd'hui, l'ARCEP, depuis 2022, collecte des données auprès d'opérateurs, notamment de colocation, pour connaître un peu mieux leur consommation en eau. Donc, voilà, la connaissance augmente, mais ça reste un sujet sur lequel on peut faire des progrès.
Autre impact, mais celui-là dont je ne vais pas trop parler, mais c'est tout simplement l'impact de la construction des bâtiments et de la construction du matériel, qui voilà, relève en fait du domaine plus largement de la construction et de la phase de fabrication du matériel, qui est prise en compte dans les émissions carbone en général, mais qui n'a pas les mêmes impacts, on va dire, territoriaux. Ici, vous voyez, c'est un très très grand data center de Facebook dans l'Oregon. Moi, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, c'est ça, c'est aussi l'impact à la fois sur les géographies locales, comment s'organisent en fait sur un territoire ces concentrations de bâtiments, de data centers, et quel impact sur les sols, quel impact sur vraiment le fonctionnement d'un écosystème en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus voilà, de concentration. Vous voyez sur cette carte très récente les concentrations en Europe et aux États-Unis. Alors aux États-Unis, je reviendrai sur le très grand pic. Bon, alors l'image est très... On ne voit plus les limites. L'image est très 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 claire, mais vous imaginez. Donc à droite, c'est l'Europe. Et les grandes concentrations, en gros, c'est Dublin, Londres, Amsterdam, Paris, Francfort. Alors, on parle souvent du FLAP, donc c'est Francfort, Londres, Amsterdam, Paris. Et on oublie le D de Dublin, mais Dublin est aussi un pôle important. Et donc le Grand Pic aux États-Unis, c'est le nord de la Virginie, en fait, qui est vraiment le plus grand cluster du monde. Voilà. Et aujourd'hui, donc toujours selon Goldman Sachs, en Europe, et c'est ce qu'on voit en Ile-de-France, il va y avoir en gros 2 types de pays européens où les data centers vont s'implanter de plus en plus. Celui où l'énergie est abondante, bon marché et décarbonée, donc le nucléaire. Et là, on va retrouver des pays nordiques, l'Espagne et la France. La France, clairement, pour les opérateurs, c'est un pays intéressant pour la stabilité du réseau et une énergie décarbonée. Et la deuxième catégorie, c'est les pays où on a plutôt des niches fiscales pour les data centers, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Irlande. L'Irlande qui se mord un petit peu les doigts aujourd'hui, puisqu'ils ont quand même des gros problèmes électriques. Alors, là, je vais revenir à ce travail qu'on a fait donc avec Fanny Lopez et Laurent Lefebvre, qui vient d'arriver là-bas, qui a un travail vraiment de terrain important aux États-Unis et en France, pour comprendre en fait comment les data centers s'implantent localement. Et donc on a fait cette tentative d'expliquer comment, selon la taille des data centers, où est-ce qu'ils allaient s'installer. Donc c'est une analyse qui se vérifie toujours à peu près aujourd'hui. En fait, on a une grande dispersion des tout petits data centers qui sont soit des vieux placards informatiques d'entreprises qui n'ont pas encore, on va dire, virtualisé, soit du edge, donc des très petits data centers pour les objets connectés. Les data centers moyens, qu'on appelle aussi régionaux, entre 100 et 500 mètres carrés, sont plutôt, en France, distribués en fonction de la hiérarchie urbaine, ville moyenne, assez classiquement. Et puis, ce qu'on trouve en très forte croissance, c'est les 2 derniers éléments. Les grands data centers, alors qui commencent à être de plus en plus grands, en fait. Ça, c'est vrai que ce qui pourrait changer, c'est peut-être les chiffres en mètres carrés aujourd'hui. Les grands, on les trouve dans les concentrations métropolitaines, beaucoup dans la première couronne, par exemple, de Paris. C'est les data centers de colocation. Data centers aussi de grandes entreprises du CAC 40 qui continuent à avoir leurs propres installations. Et puis les hyperscale qui se posent là, eux, plutôt aux marges, en fait, aux franges métropolitaines, juste dans les territoires ruraux, périurbains, où on a des potentiels fonciers beaucoup plus importants. Alors, première typologie, ce qu'on appelait les gateways hyperurbains, on a quand même historiquement des data centers qui se sont implantés en plein cœur de grandes métropoles mondiales. Alors ici, vous voyez en fait 2 bâtiments qui sont d'ailleurs à 200 mètres quasiment l'un de l'autre, qui sont d'une part l'ancien siège de AT&T, donc l'opérateur historique télécom, et Western Union du télégramme, qui sont tous les deux en fait en partie transformés en data center. Ce qui paraît étonnant, c'est de se dire que finalement, dans des bâtiments presque patrimoniaux, qui sont très hauts, qui sont dans une zone très dense, on continue à avoir ce genre d'installation. Alors en réalité, bien sûr,
Depuis 2012, l'ouragan Sandy, ça date déjà, mais à ce moment-là, beaucoup de data centers sont partis dans le New Jersey parce que c'était trop, enfin, le risque en fait d'inondation était trop important à Manhattan. Mais certains restent parce qu'en fait, on est quand même au plus proche des nœuds Internet, au plus proche de certains opérateurs financiers et au plus proche d'un marché en fait tout simplement de consommateurs numériques. En tous les cas, ça démontre, vous voyez ici aussi un ancien bâtiment de bureau transformé en data center près du pont de Brooklyn. Ça démontre la capacité des data centers quand ils veulent à transformer du bâtiment existant même complexe. Un exemple aussi intéressant, ça c'est Los Angeles. Ça se voit pas comme ça, mais en réalité c'est un bureau de poste, un grand bureau de poste, avec derrière en fait à partir de la partie arrière, un data center de CoreSite. Donc ce qu'on a trouvé intéressant ici, c'est que finalement on a des grands bâtiments anciennement de services publics, postes, télécoms, qui se transforment en bâtiments privés de traitement de données numériques. C'est un petit peu voilà les nouveaux. Ça pourrait être des nouveaux bâtiments en fait qui en quelque sorte mettent en valeur les infrastructures numériques, mais ça reste toujours très caché, très invisible. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans. Et c'est à tel point que même dans Paris, vous avez au milieu, par exemple, c'est Telehouse Voltaire, un opérateur de colocation, juste à côté de la mairie du 11e arrondissement. Je pense qu'il y a énormément de gens qui passent devant tous les matins, sans savoir qu'ici, on a 7000 m² de serveurs, un point Internet d'échange, un des plus importants en France. Et finalement, c'est un bâtiment qui était un ancien grand magasin, donc avec une structure métallique qui permet de supporter le poids des serveurs. Même chose, en fait, sur les deux autres. Cette fois, on est dans le Sentier, et ce sont d'anciens bâtiments de la presse, donc pareil, avec des machines très lourdes, donc des structures métalliques qui permettent aussi d'accueillir des serveurs. Donc voilà, ça c'est pour montrer aussi, et c'est pour rappeler, et c'est un peu le travail qu'on a fait sur cette base de données Île-de-France, c'est qu'on a beaucoup de bâtiments transformés, mais de moins en moins. Aujourd'hui, les data centers veulent construire leurs propres bâtiments dédiés pour pouvoir bénéficier exactement toujours des mêmes process, des mêmes fonctionnements, des mêmes espaces, et vraiment avoir la recette une recette toujours réplicable. Donc vous voyez ici, aujourd'hui on a constaté, c'est qu'on a encore aujourd'hui 3/4 des bâtiments en Île-de-France qui sont des bâtiments transformés. Donc ça peut être des bureaux, ça peut être des industries, c'est assez varié. Un cas assez amusant, enfin intéressant en tous les cas, c'est aussi encore en lien avec l'ancienne industrie télécom. Orange, en fait, avait jusqu'à récemment encore un data center dans un ancien bunker aérien près du parc Montsouris. Donc on voit aussi la convergence entre le côté protecteur sécuritaire et protection des données. Deuxième grand type de territoire, les zones d'activité numérique. Donc ici, on est à Santa Clara, dans la Silicon Valley. Un secteur qui était historiquement maraîcher, puis dédié à l'industrie informatique à partir de la Seconde Guerre mondiale, quand on a eu tout le développement de Intel, usines de processeurs, etc., et qui est devenu le back-office de la Silicon Valley avec une concentration exceptionnelle de data centers, soit ici aussi dans des bâtiments transformés, soit dans des bâtiments neufs. Et pour rapidement vous expliquer pourquoi, c'est que Santa Clara, c'est la seule ville de la Silicon Valley qui a un opérateur électrique municipal public et qui en fait, résultat, propose l'électricité à un tarif très bas, mais en échange réinvestit les bénéfices qu'il fait sur les data centers dans les services publics de la ville, dans le développement de la ville. En 2019, c'était 70% des clients de l'opérateur électrique qui étaient des data centers. Et eux, ce qu'ils disaient, c'était nous, en fait, on aime bien ces opérateurs parce que, en fait, il y a très peu d'emplois. Donc, ça ne génère pas plus de bouchons. Voilà. Donc, parfois, les raisons pour lesquelles on accueille ces opérateurs sont aussi simples que celles-là, même si je caricature un peu. Mais ce qu'on voit, c'est que selon les territoires, en fait, le bénéfice, on va dire, est plus ou moins relocalisé.
L'équivalent en Île-de-France et en France, c'est le secteur de Plaine Commune, c'est au nord de Paris. Donc ce sont les communes plutôt de Saint-Denis, Aubervilliers et La Courneuve. Concentration historique sur ce territoire où on doit avoir aujourd'hui de l'ordre de 20 à 25 data centers sur ces 3 communes, avec des implantations historiques de Equinix, Interxion, qui maintenant s'appelle Digital Realty, aussi historiquement dans des bâtiments existants, et puis de plus en plus, pareil, dans des bâtiments nouveaux. Plaine Commune, en fait, c'est un territoire qui a sonné l'alerte dès 2014 sur cette question-là, avec l'Agence locale de l'énergie qui avait fait paraître une étude, qui était une des premières. Ils ont été pas vraiment très écoutés, il faut dire, puisque le développement a continué, puisqu'on est dans un territoire anciennement industriel. La plaine Saint-Denis, c'était des grandes industries, des grandes parcelles, en fait, d'usines, de stockage, logistique, etc., liées au faisceau ferré de la gare du Nord, en fait. Hein. Et du coup, les data centers, fin des années 90, début 2000, se sont dit « Waouh, super, des grandes parcelles, pas chères, avec beaucoup d'électricité, donc on y va, on fonce ». Aujourd'hui, ça reste un endroit très valorisé pour eux, mais qui s'est développé aussi avec une nouvelle offre de logement, avec un nouveau campus, donc avec aujourd'hui des problématiques de concurrence d'usage, hein, et puis un petit peu de cohabitation qui sont complexes. Dernière typologie, c'est les hyperscale, les très grands data centers en territoire plutôt ruraux. Donc ça, c'est l'exemple assez peut-être connu maintenant, mais d'un premier data center de Facebook à Prineville dans l'Oregon. Donc c'est l'est de l'Oregon. On est dans une zone assez désertique, sur un plateau, là en l'occurrence, qui permet de faire du free cooling, c'est-à-dire en gros, si je caricature, pareil, d'ouvrir les fenêtres pour rafraîchir les serveurs et donc de consommer moins d'électricité. Juste en face, on a un énorme data center de Apple qui s'est développé à peu près au même moment, fin des années 2010. Et là, on est sur des opérateurs qui vont investir ensemble sur des fermes solaires. Pas très loin, près de la rivière Columbia, on a le premier data center de Google. Et en fait, pourquoi ils vont dans l'Oregon? C'est parce qu'il y a de l'énergie hydroélectrique bon marché, et surtout décarbonée, avec des impacts environnementaux qui sont, on va dire, contenus. Mais avec aussi des rapports, on va dire, aux collectivités territoriales, ici c'est Amazon ou Matilda par exemple, à peu près dans le même secteur, assez tendu parfois, parce qu'on a des investissements qui sont faits au niveau électrique, de nouveau sur des postes sources ou de nouvelles lignes à haute tension, qui ensuite sont en partie répercutés sur le coût de l'électricité des ménages. Et donc en fait, dans des secteurs comme celui-là, où finalement les revenus des ménages sont assez bas, ça génère quand même des fortes tensions sur quel est l'impact vraiment positif de leur arrivée. Il y a des emplois au moment de la construction. Après, il y en a un petit peu moins évidemment sur la vie des data centers, hein, parce que c'est pas forcément beaucoup d'emplois. Et donc, voilà, nous on est allé discuter avec l'État de l'Oregon qui s'inquiétait quand même beaucoup à ce moment-là de ce développement très fort. Toute proportion gardée, l'équivalent en Île-de-France, c'est par exemple le campus Data 4 à Marcoussis, là on est dans l'Essonne, mais vous voyez, on est vraiment à l'interface, on le voit très bien sur la photo de gauche, entre des terres agricoles et des secteurs plus urbanisés. En fait, là c'est une ancienne usine Alcatel qui a été transformée en un parc en fait, qui grandit toujours plus de data centers. Et ces implantations-là, en fait, elles commencent à se développer de plus en plus. On a des sites maintenant qui font 14, 15, 16 hectares qui se développent au nord de l'Essonne et en Seine-et-Marne, comme je disais tout à l'heure. Et puis le summum, on va dire, c'est le nord de la Virginie. Là, on est sur 3 comtés, Fairfax, Prince William et Loudoun County, sur en fait, des data centers qui consomment l'équivalent de 800 000 ménages, donc c'est beaucoup. Il y a à peu près 300 data centers sur une surface qui est à peu près équivalente à l'Île-de-France, mais sauf qu'en Île-de-France, il y en a moitié moins des data centers. Et beaucoup des oppositions locales qui commencent à émerger. Bon, on ne voit pas très bien en haut, mais en fait, cette carte, c'est une agence environnementale locale qui a fait un appel en fait à bonne volonté pour compléter cette carte et connaître mieux la situation actuelle
du nombre de data centers et des données qu'on pouvait avoir sur eux. Ce qui là aussi montre à quel point c'est difficile d'avoir des données précises. Sur ce secteur, on a vraiment une mobilisation voilà, contre l'étalement urbain, contre aussi le fait de prélever de l'eau dans des rivières, sur la question des paysages, sur la question de la consommation de terres agricoles. Donc on est là sur vraiment voilà, une émergence très forte d'oppositions locales qui, par ailleurs, sont assez peu répandues en Europe, puisque le sujet reste très opaque. Donc merci d'être venu le découvrir ici plus en détail. Un autre effet de la concentration, comme j'ai dit tout à l'heure, sur lesquels il y a des alertes dans ce comté, enfin dans cet État, c'est la question du coup des extensions de réseau et des renforcements de réseau qui vont devoir être faits et qui là aussi vont consommer de nouveau des espaces et pareil coûter très cher, y compris pour les contribuables. Je ne rentre pas dans les détails, plus que ça. Et au global, tout ça, évidemment, se chiffre en émissions carbone qui augmentent. Il y a eu tout un travail donc de l'ADEME et de l'ARCEP entre 2021 et 2023 sur l'impact carbone, les émissions carbone du secteur du numérique et notamment des data centers, qui montrent que si on ne fait rien, donc les émissions augmentent de presque 50% à 2030 et triplent à l'horizon 2050. Avec aussi, pour celles et ceux qui connaissent, l'ADEME a fait tout un travail qui s'appelle Transition 2050, avec 4 scénarios très multidimensionnels, on va dire, pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc chaque scénario a ses noms, génération frugale, Paris réparateur, etc. Et chacun aussi a été, on va dire, étudié en fonction de la place que le numérique peut avoir en leur sein. Et comme on le voit très bien sur ce schéma, seul un scénario, donc le plus frugal, permet de réduire les émissions carbone du numérique, alors que le scénario, on va dire, techno-optimiste, Paris réparateur, les augmente très largement. Donc, d'une manière générale, un article très récent aussi dans The Guardian montrait à quel point les objectifs et ce qu'affichaient les big tech, notamment en termes d'émissions carbone, était peu réaliste au sens où, et là je vais passer vite, mais en gros, pour avoir un bon bilan RSE, il y a des certificats d'énergie qui sont achetés et qui en fait permettent de délocaliser en quelque sorte les effets des data centers et globalement de leur activité. Mais vous voyez sur ce schéma la différence en fait si on relocalise les émissions carbone entre ce qui est affiché et la réalité. Parmi les solutions, alors il y en a plein à différents niveaux, à différentes échelles. Il y a des solutions, on va dire, pour réduire ces impacts en fait locaux et territoriaux qui sont en lien avec les usages, qui sont en lien avec le fonctionnement informatique à proprement parler, des logiciels, du matériel, etc. Il y a des questions de régulation plus globale, que je veux pas, enfin qui est moins ma spécialité, mais c'est vraiment un ensemble de solutions et de leviers. Mais c'est aussi la question de la connaissance, de la sobriété, de la circularité. Des questions à se poser sur est-ce qu'on devrait, enfin, dans l'idéal, avoir beaucoup plus de petits data centers mieux répartis sur les territoires? Est-ce qu'au contraire, des clusters, c'est bien? Et comment on peut aussi avoir un peu plus de discernement dans nos choix techniques et sociaux? Mais la première question que moi je trouve importante pour avoir essayé voilà, de trouver des données fiables, et voilà, vous voyez un data center vide, c'est la question des connaissances. En fait, aujourd'hui, nous faisons le parallèle avec mes anciens collègues, on a une comptabilité très précise du nombre de logements en France, on sait combien on doit en construire pour répondre aux besoins, 70 000 logements par exemple par an en Ile-de-France, eh bien, combien on a de data centers? En gros, on a la donnée par les opérateurs ou en faisant une recherche manuelle très compliquée, c'est comme si c'était les agences immobilières qui nous donnaient le nombre de logements en France. Bon, en fait, c'est pas ça. Donc, il y a aussi un sujet que nous, enfin moi, je porte beaucoup, qui est comment on trouve des façons de comptabiliser mieux les data centers et mieux connaître leurs caractéristiques, sachant que donc il n'y a aucune catégorie data center dans aucune comptabilité de rien du tout au niveau de l'État, ni dans les plans locaux d'urbanisme, ni dans les codes économiques d'activité.
ni ailleurs, en fait, ni dans la fiscalité, puisqu'ils sont toujours englobés dans une autre catégorie. Alors, avec donc, mon ancienne structure, l'Institut Paris Région, on avait justement proposé de se poser la question du besoin. Question très compliquée, mais de quel type de data center on a vraiment besoin en France? De quoi on parle quand on parle de souveraineté? Parce qu'en fait, c'est un bien gros mot, mais c'est pas juste d'avoir des bâtiments localisés en France qui assurent une souveraineté ni sur les logiciels, ni sur les données, etc. Où est-ce qu'on veut les localiser? Aujourd'hui, donc, la grande majorité des data centers sont en Île-de-France et à Marseille et autour. Est-ce qu'en fait, il faudrait se poser des questions d'une meilleure répartition? Ça pose aussi la question de l'échelle européenne, évidemment. Et puis, comment, on va dire, consolider une gouvernance publique et parapublique aussi sur ces sujets. Donc, comme il est déjà 9h43 et que je dois respecter le timing, je ne vais pas trop m'étendre, mais vous aurez peut-être des questions. En tous les cas, on a produit une étude qui est sortie l'année dernière où on a essayé de rassembler le maximum de données de connaissances sur l'Île-de-France. Ce que vous voyez dans le petit schéma à droite, c'est la croissance du nombre de demandes de raccordement auprès de RTE. Et sur la carte, ici, vous voyez en vert et en noir le nombre de data centers. Enfin, plus ils sont gros, plus c'est la taille de la surface de plancher de chacun. Ceux qui sont noirs, c'est parce qu'on n'a pas la donnée. Et donc, vous voyez en fait des concentrations donc au nord, le long de l'autoroute A4 à l'est. On est sur aussi ce prisme de plus en plus vers le sud. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi de comprendre comment toutes les autorisations fonctionnaient les unes avec les autres. On a toute une question de... il y a le permis de construire, il y a l'autorité environnementale, il y a les études d'impact, il y a l'agrément en Île-de-France, il y a un agrément spécifique pour les data centers, à quel moment ça arrive, quelles sont les interfaces ou pas. Comment on pourrait avoir des données grâce à ces autorisations. Donc ça, c'est aussi un travail un petit peu complexe qu'on a pu faire avec des acteurs publics pour essayer de comprendre si les timings en fait, étaient complètement cohérents. Puis on a travaillé sur 5 enjeux principaux, sobriété foncière, préservation de la pleine terre, intégration urbaine, prévention des risques, gestion durable de l'énergie et des autres ressources, pour essayer d'avancer sur l'idée d'une géographie prioritaire. Alors ça, c'est une carte de l'Île-de-France qui est à la maille. Donc c'est en gros, ici, on a croisé un certain nombre de critères qui sont les facteurs, on va dire, positifs pour l'implantation de data centers et à l'inverse, là où ils ne devraient pas aller, quoi. Donc vous dites bien qu'en rouge, c'est là où il ne faudrait pas qu'ils aillent, et en jaune, plutôt là où ils devraient aller. Et les indicateurs, c'était notamment, par exemple, ne pas aggraver l'effet de chaleur urbain dans des secteurs, on va dire, très minéraux, où déjà, quand il y a des vagues de chaleur, si on a des installations qui rejettent de la chaleur, on va augmenter les problèmes de santé publique à ce moment-là. Il y a des critères qui sont évidemment ne pas consommer des terres, enfin ce qu'on appelle des ENAF, des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il y a les secteurs de fragilité électrique. Bon, on a croisé tout un nombre de critères comme ça pour essayer de se dire, en fait, en Île-de-France, comment en fait, on essaie de concilier un maximum de critères qui sont parfois un peu difficiles à concilier. On a aussi proposé une grille d'analyse partagée des projets pour les communes et les collectivités locales. Aujourd'hui, beaucoup de communes en fait, reçoivent des demandes en direct, ont des contacts en direct de data centers qui viennent les voir et ont vraiment une grande difficulté à comprendre en fait, ce qu'elles peuvent demander, ce qu'elles peuvent exiger ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire un data center sur leur territoire. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est une sorte de grille de lecture où en fait, on a des thèmes, des enjeux. Pour chaque enjeu, on a des critères, et pour chaque critère, on a des sous-critères même, et des données. On essaie d'associer les données disponibles avec ces critères-là, et on a aussi identifié évidemment les données qui manquaient, notamment par exemple sur l'eau. Ce qui fait que, voilà, par exemple, on a ce genre de carte. Là, on voit les data centers en noir et l'effet d'îlot de chaleur urbain dont je vous parlais. Donc, on voit très bien qu'à Paris et dans la première couronne, notamment au nord, on a un sujet de risque en fait, de santé publique sur les vagues de chaleur. On a aussi travaillé sur la question des réseaux de chaleur. Tout à l'heure, je vous le disais, la chaleur
qui est rejeté par les serveurs peut être récupéré. Je vous montrerai 2-3 exemples après, mais en gros, il existe des réseaux de chaleur aujourd'hui en Île-de-France qui sont en développement et dans plein d'autres villes, évidemment, françaises et du monde, où des data centers pourraient mettre la chaleur fatale. C'est pas non plus la panacée, parce que quand c'est l'été, il n'y a pas forcément besoin de chaleur, mais en tous les cas, aujourd'hui, il y a très peu de cas en Île-de-France, alors qu'on voit bien que potentiellement, il pourrait y en avoir plus. Alors, derrière, il y a tout un certain nombre de freins, mais il y a quand même du potentiel. Et puis cette carte de l'eau, il y a aussi la question des nappes fragiles. Bon, en fait, tout ça pour dire que ce qu'on a essayé de proposer, et ce qui a été un peu mis, on va dire, au pot commun des collectivités, des acteurs publics, c'est des outils pour essayer d'avancer, de mieux comprendre ce phénomène, de mieux en comprendre les impacts. Mais on n'est pas encore... comment dire il y a encore de la marge de progression, on va dire, en Île-de-France. Autre levier. Moi, je suis urbaniste, donc forcément, je me suis penchée sur la question des plans locaux d'urbanisme, dans lesquels il y a quand même un certain nombre d'outils de régulation sur les implantations, sur les hauteurs, sur les localisations, tout simplement. Quand je vous parlais tout à l'heure de catégories, aujourd'hui, les data centers sont dans le zonage entrepôt, mais pendant longtemps, ils pouvaient être aussi dans industriel ou tertiaire. Donc finalement, c'était très compliqué pour une collectivité de savoir exactement quel était le bâtiment qui allait arriver. Mais en tous les cas, on a ici un outil pour des collectivités pour négocier au moment du permis de construire avec leur PLU, d'avoir aussi des bâtiments qui s'intègrent mieux. Souvent, c'est extrêmement défensif, avec vraiment des clôtures très difficiles qui sont parfois liées au fait que c'est des opérateurs d'intérêt vital, donc il y a des vraies contraintes, mais pas toujours. Et donc, il y a aussi cette question-là de générer un environnement urbain pas hostile. Sur la question de l'énergie fatale, après je vais m'arrêter bientôt, et on a quelques cas comme la piscine olympique de Saint-Denis, dont les locaux sont chauffés par un data center juste à côté, et peut-être un futur quartier en construction aussi. Donc on a quelques accords avec des syndicats techniques qui commencent à se développer, puisqu'il y a un peu plus de pression sur les opérateurs pour faire ça. Après, il faut que tout le monde soit aussi partie prenante, y compris les opérateurs techniques. On a des modèles décentralisés de récupération de chaleur, comme les chaudières numériques de Carnot, donc qui peuvent être mises dans des locaux techniques de bâtiments de logement, bâtiments qui vont être chauffés grâce aux calculs qui sont réalisés dans ces chaudières, en fait. Et puis d'autres systèmes, comme à Stockholm qui a un très grand réseau de chaleur et de froid. Et en fait, Stockholm qui a dit aux opérateurs data center, venez vous installer à tel ou tel endroit, moi je vous donne du froid gratuit pour vos serveurs, donnez-moi votre chaleur gratuite. Voilà. Et donc ça c'est un deal en fait qui a été proposé parce que la ville de Stockholm avait des objectifs très ambitieux en termes de mix énergétique et de réduction de ses émissions carbone. Donc ça avance, pas aussi vite qu'il le souhaiterait, mais ça avance quand même. Un autre sujet qui est, quand je vous disais tout à l'heure que sur les investissements électriques, aujourd'hui, il y avait un risque de dérapage, RTE essaye aussi de mutualiser et de traiter les demandes des data centers de façon mutualisée. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais là aussi, il y a un travail en fait, de rationalisation qui essaye d'être fait. Et puis de façon beaucoup moins institutionnelle, il y a évidemment beaucoup de réflexions qui sont faites sur des infrastructures alternatives, beaucoup plus low-tech. Et je vais finir donc avec des serveurs féministes à Calafou, dans une colonie industrielle où en fait, donc c'est une sorte de coopérative autonome, on va dire, en Catalogne, où on a des serveurs qui sont proposés à des associations ou des structures féministes du monde entier qui auraient des risques dans leur pays pour héberger des données et être ensuite ciblés. Et ça, c'est simplement pour dire qu'il y a aussi plein de personnes qui travaillent à leur échelle sur des tout petits serveurs pour des usages spécifiques qui, de fait, puisqu'on les a sous les yeux, eh bien, consomment peu et sont optimisés à leur façon. Voilà. J'en ai terminé pour cette présentation un peu dense. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires ou des précisions, n'hésitez pas. Voilà. Il y a un micro.
Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai juste 2 remarques. Vous avez parlé d'outils que vous aviez fournis à l'ADEME, je crois, je sais pas, enfin, est-ce que je voulais savoir si elles étaient disponibles sur un site quelconque sur l'ADEME? C'est vrai, d'accord, très bien. Et deuxième chose, nous dans les collectivités, je pense, enfin, encore dans la mienne, on n'est pas sur des projets de construire data center, etc. Pour autant, on passe des marchés pour faire héberger nos serveurs et nos données. Et je voulais savoir si vous aviez, vous, des choses qu'on pouvait mettre dans les marchés pour essayer de consommer, enfin, ou d'avoir affaire à des data centers qui étaient plus recommandables ou moins impactants pour les paysages et l'environnement, etc. Merci. Alors déjà, effectivement, toutes les ressources dont je vous ai parlé sont disponibles. Cette grille-là, en fait, elle est dans l'étude. Donc, vous pouvez le trouver sur le site institutparisregion.fr. Ouais, tout attaché. Là, sur le site de l'Institut Paris Région, vous pouvez trouver plusieurs études, notes rapides, donc qui condensent la matière pour pas avoir un gros pavé à lire. Et même le premier rapport qu'on a fait pour l'ADEME, notamment financé par l'ADEME, il est aussi disponible sur ce site-là. Donc vous pouvez retrouver tout ça librement et gratuitement. Ouais, voilà. Donc c'est l'étude de droite, le développement des data centers en Île-de-France. Sur la deuxième question, qui est celle des marchés, moi je ne suis pas spécialiste des marchés publics, mais effectivement, il peut y avoir des recommandations en termes de consommation électrique, donc de PE par exemple. Il peut y avoir des recommandations sur la question de la démarche, on va dire, sur le parc immobilier. En fait, est-ce que c'est un opérateur qui essaye d'être plutôt sur de la transformation de bâtiments ou pas? Mais je pense que c'est une grosse question qu'on pourrait creuser et discuter longuement, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans un marché public? À quel point on peut exiger certaines choses ou pas? Je pense que ça peut être des options, c'est-à-dire en disant ce serait bien que, et ensuite à la concurrence de faire en sorte que ça aille plus loin. Ensuite, moi, ça me fait penser à l'exemple de la ville de Paris, de l'AP-HP, donc Assistance publique hôpitaux de Paris, qui ont construit ensemble un data center à Porte de la Chapelle, qui est un data center finalement, alors qui ne s'exploite pas eux-mêmes, mais pour lesquels ils ont décidé de toutes les prescriptions, puisque finalement ils étaient à la manœuvre. Donc résultat, c'est un data center extrêmement bien intégré le long d'un faisceau ferré, dans un bâtiment finalement très long mais aussi mixte, où il y a des équipements sportifs à côté, des bureaux, donc c'est hyper bien intégré. Et puis la chaleur est utilisée dans une boucle locale en fait, de chaleur pour les logements qui viennent d'être construits à côté. Donc ça, c'est pour moi un des exemples très intéressants, mais là finalement c'est la puissance, on va dire la ville de Paris, c'est une grosse collectivité, plus AP-HP, qui, eux, avaient les épaules assez solides pour, je pense, aussi être une maîtrise d'ouvrage costaud, quoi, pour discuter avec le constructeur et le gestionnaire. Mais voilà. Donc une solution, ce serait d'être complètement à la meuf. Donc je ne sais pas quelle est votre collectivité et voilà, quel est le projet, mais on peut en discuter après. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être que la batterie est revenue. Merci. Allô. Oui, moi j'ai une question sur la consommation électrique, notamment en France. Donc, vous dites effectivement qu'elle est très importante, etc. Est-ce que RTE dit c'est très important, mais ça passe et voilà. Est-ce que RTE dit à telle date on risque de pas s'en sortir sans nouvelle capacité de production? Et mon autre question, j'étais étonné que on dise que les data centers consomment que 3%. Mais 9 gigawatts de demande, pour moi le parc nucléaire français c'est 40-50 gigawatts par là, donc j'aurais plutôt dit dans les 20% de la demande électrique du coup. C'est prévisionnel les 9 gigas, c'est pour ça. Alors sur la première question, RTE n'affiche pas d'inquiétude quant aux capacités de production
véritablement, ce qui les inquiète plus aujourd'hui, c'est le réseau et les renforcements de réseau à faire. Aujourd'hui, un poste source nouveau, un raccordement, je veux dire, ça peut prendre 8 à 9 ans. Un poste source, c'est 50 millions d'euros. Enfin, c'est très, très cher. C'est plus... en fait, ce qui les gêne beaucoup, c'est que comme c'est premier arrivé, premier servi, en gros, n'importe quel opérateur, data center ou pas, qui demande un raccordement électrique, eux, ils doivent traiter un par un. Et en fait, le fait de traiter un par un, c'est fait qu'ils peuvent avoir des demandes assez disparates, alors qu'ils pourraient les traiter comme un petit groupe, en leur disant, en fait, on va renforcer à tel endroit, donc venez plutôt à tel endroit. Évidemment, s'il y a disponibilité foncière. Mais... Donc aujourd'hui, c'est plutôt cet éparpillement qui les inquiète en termes de réseau, de fonctionnement réseau, plus que les capacités de production. Je pense qu'il y a quand même un sujet sur les capacités de production. Et c'est vrai que quand moi j'ai vu cette centrale nucléaire qui rouvre aux États-Unis, je me suis dit, oulala, Fessenheim, il faudrait peut-être ouvrir, quoi. Mais, et je pense que ça pose beaucoup de questions, mais qui ne sont pas très frontalement évoquées, parce qu'il y a un réflexe très protecteur du numérique en France, au sens où il en faut absolument, il faut de l'IA, etc. Donc, on n'a quand même pas trop envie de dire qu'il y a un problème. Voilà. Après, moi j'ai entendu, pas du tout RTE, mais d'autres acteurs privés dire pas de problème, on mettra des petits réacteurs nucléaires, on appelle les SMR, avec les data centers, quoi, à côté. Enfin, donc en fait, c'est là où en sont les réflexions aujourd'hui. Et sur les 9 gigas, en fait, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que donc, ce qu'on appelle les PTF, donc c'est les propositions de techniques et financières que fait RTE aux opérateurs, ils peuvent les refuser ou les accepter déjà. Donc, en fait, il y a aujourd'hui, en Ile-de-France, par exemple, il y a 3,5 gigas qui vont se développer, c'est sûr, dans les années qui viennent, et 3,5 gigas qui sont des propositions de techniques financières en train d'être faites. Mais il y aura peut-être certains opérateurs qui diront non, finalement, on n'y va pas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une concurrence très forte pour capter le maximum d'énergie, parce que c'est un marché très intéressant, les data centers. Aujourd'hui, en tant qu'investissement immobilier, c'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. En gros, il y a ça et le logement, quoi. Et comme le logement, en ce moment, c'est compliqué, les data centers, voilà. Un exemple, c'est Goodman, c'est un opérateur de logistique historique, qui se réorientent vers les data centers. Donc, en fait, résultat, les prospecteurs fonciers, en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est acheter des parcelles avec l'énergie qui va avec, puis éventuellement la revendre ou construire et revendre. Donc, il y a peut-être une bulle là aussi, c'est-à-dire tout le monde demande le maximum, puis ensuite ils verront bien. Donc voilà. Donc juste pour vous dire, par rapport à cette prévision de 9 gigawatts, c'est à échéance plutôt 2030 et c'est pas la consommation électrique d'aujourd'hui. Bonjour. Merci pour cette présentation. Donc moi je suis professionnel du numérique et j'ai travaillé dans les data centers, du coup c'est un environnement que je connais bien. J'ai suivi justement un petit peu les évolutions, un peu modèle des années 80, refroidissement à la clim, ensuite refroidissement par allée, ensuite refroidissement par eau, par baie, tout ça. J'ai travaillé aussi chez Infomaniac à Genève qui essaye de développer un modèle assez vertueux, si c'est possible, par rapport à cette technologie et puis les problématiques d'hébergement. Du coup, il y a un projet qui vient d'aboutir en 2024 sur leur dernier data center qui ressemble un peu à ce que vous décriviez là, avec les hôpitaux où ils ont un réseau de chaleur, tout ça. Donc, ils ont envie de partager le modèle. Et puis, donc ça, c'est plutôt à titre d'information. OVH aussi, moins dans une perspective plus dans leur perspective d'économiser en fait au niveau de l'énergie et financièrement. Plus que sur la partie, on va dire, vertueuse ou je ne sais pas comment ça s'appelle, pour pas tomber dans le greenwashing, mais en tout cas, il y avait des effets, vous avez mentionné tout à l'heure un peu sur le free cooling, tout ça. Donc il y a pas mal d'innovations sur ces deux acteurs que j'ai suivis un peu, qui étaient assez avant-gardistes.
Et avec les contraintes de manipulation des techniciens dans le lieu même, on parle aussi maintenant de immersion cooling, où en fait on fout les serveurs dans des bacs, mais techniquement à manipuler aujourd'hui, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Il y a de l'innovation aussi là-dedans, ça peut être intéressant. Et du coup, ma question qui vient là-dessus, en fait, c'était plus par rapport sur un aspect législatif, en fait, de gouvernance et d'imposer, en fait, une certaine mesure. On parlait tout à l'heure de la tension par rapport à l'eau ou par rapport ici à l'énergie, l'électricité et l'efficience. Moi, je suivais sur d'autres choses, mais qui étaient en rapport avec l'énergie. Tout ce qui est cogénération, tout ça, on parlait des réseaux de chaleur. Ça a été très, très, très peu mis en œuvre. Même sur la production énergétique pure, une centrale nucléaire, généralement, elle gaspille sa chaleur qu'elle a fabriquée. Donc, et en fait, sur tout ce qui est là-dedans, ma question, c'est de voir où est-ce qu'on progresse là-dessus, ou est-ce qu'on est toujours dans des trucs très court-termistes, parce qu'en fait, c'est des questions qui sont là depuis très très longtemps. Voilà. Merci. Merci, effectivement, et Infomaniac, c'est un acteur très intéressant. Alors, sur la question de régulation alors, il y a plusieurs choses. Enfin, régulation publique, il y a une directive européenne, EED, donc Energy Efficiency Directive, qui va être déclinée en fait en Europe et qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des data centers. Donc, de fait, c'est censé être une marge de progression importante, notamment pour des plus petits data centers, enfin des data centers moins efficaces plutôt. Ensuite, sur récupération de chaleur, il y a une volonté, en tous les cas, d'une partie de l'État, et notamment de la direction régionale, on va dire, de l'aménagement en Île-de-France, d'être plus exigeante pour donner son agrément, c'est-à-dire pour permettre aux data centers de s'installer sur le fait de faire des vraies études d'opportunité sur la récupération de chaleur. Et aussi de les contrôler derrière, parce que souvent les études sont faites, mais la conclusion c'est non, c'est pas possible, mais personne ne vient contester. Voilà. Moi, ce que j'ai aussi souvent mis en avant, c'est le fait qu'il faut quand même aider aussi au dialogue entre l'opérateur et les syndicats techniques qui mettent en place des réseaux, parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes cultures, c'est pas du tout les mêmes temps de retour sur investissement. Un réseau de chaleur, c'est long à mettre en place, ça coûte cher, etc. Le data center, il veut des retours sur investissement plus rapides. Enfin, c'est un sujet assez compliqué. Il y a des questions contractuelles. Certains ne veulent pas s'engager à vendre ou à donner de la chaleur parce que s'ils ont une coupure, après, ils sont responsables. Enfin, bon. Donc, il y a des freins à la fois techniques et juridiques qu'il faudrait réussir à alléger. Mais moi, ce que je vois aussi en discutant avec les opérateurs, c'est qu'ils sentent qu'ils ont de plus en plus la pression sur la question de la récupération de chaleur, donc ils essayent d'avancer là-dessus. Je ne sais pas à quel point ça va fonctionner et à quel point c'est sincère. En tous les cas, aujourd'hui, ça reste anecdotique. C'est-à-dire tout ce qu'on montre comme exemple intéressant, levier, ça reste anecdotique. Voilà. Donc, il y a de l'espoir, mais il y a aussi de la marge de progression. Est-ce que vous avez d'autres questions ? De toute façon, je pense que c'est la fin. On me montre la montre. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.